16h34 avec nos professeur Miloud Chenoufi. Il est membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Bon après-midi, professeur Chenoufi. Bonjour à vous. Ça va bien, professeur? Ça va très bien, et vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur, parce que je regarde le Moyen-Orient. Je ne comprends plus rien. Ça veut dire que c'est une guerre qui passe à l'oubli. On oublie qu'on avait un cessez-le-feu et qui est à toute fin pratique rompu. Et il n'y a personne qui dit mot. C'est Israël qui mène la danse et qui fait tout ce que Israël veut avec Benjamin Netanyahou. Oui, alors permettez-moi juste pour commencer dire que les analyses que je développe devant vous sont des analyses personnelles hein, qui n'engagent en rien les institutions auxquelles je suis affilié professionnellement. Ouais. Alors maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, le cessez-le-feu a été violé. Euh, il n'y a plus de cessez-le-feu et c'est Israël qui en a décidé ainsi. Euh, alors, comme vous le savez, cette trêve devait faire partie d'un processus qui devait contenir plus qu'une seule étape. La première étape a été très fructueuse à partir du moment où les combats se sont arrêtés. Une part de l'aide humanitaire est rentrée, pas toute l'aide humanitaire qui avait été prévue est quand même entrée dans la première période. Et puis, surtout, il y a eu un échange d'otages de part et d'autre, puisqu'on peut considérer les prisonniers palestiniens comme des otages aussi. Et donc, il y a eu cet échange-là. Et la deuxième étape devait être initiée par des négociations. Et ces négociations-là n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Israël ne souhaite pas négocier une fin de la guerre. Ils ont accepté, sous la pression du président Trump en décembre, janvier, le cessez-le-feu, mais attendaient la première occasion pour le violer. Et cette deuxième période n'a jamais commencé. Ces négociations-là n'ont jamais eu lieu et nous avons eu la semaine dernière un véritable massacre à Gaza avec 400 personnes tuées dans un raid contre des civils, encore une fois notamment un hôpital, sans compter le fait que depuis plus de 4 semaines maintenant, l'aide humanitaire ne trouve plus son chemin vers les Palestiniens du tout. Le blocage est total en plein mois de Ramadan, qui est, comme vous le savez, un mois sacré pour les musulmans, où les gens jeûnent, ne mangent pas, ne boivent pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est cruel d'utiliser l'arme de la guerre et de la soif dans de telles conditions. Or, c'est exactement ce que nous vivons. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est quand même ces deux guerres, l'Ukraine et le Moyen-Orient et la bande de Gaza, qui retenaient l'attention. Et subitement, on n'entend plus parler, à moins que je ne suive pas comme il se doit, on n'entend presque plus parler. Sinon, les actions de Benjamin Netanyahou, et qui avait même avant la fin de la première phase annoncé qu'il ne respecterait pas la suite, à moins qu'on lui livre, que le Hamas livre les otages, mais sans qu'on fasse la deuxième étape de négociation et tout ce qui devrait s'en suivre. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que euh, on peut constater que depuis le début de cette guerre-là, il y a eu deux épisodes où il y a eu libération des otages. Et les deux fois, c'était pendant des trêves et des cessez-le-feu. Donc, dire que je reprends les massacres pour libérer les otages est une contre-vérité à partir du moment où raser Gaza de la carte de la planète n'a pas permis la libération des otages. Par contre, les négociations l'ont fait. Maintenant, la question est de savoir comment se fait-il
que Netanyahou s'est permis de violer le cessez-le-feu, de revenir à la guerre? Eh bien, on l'a dit sur vos ondes plusieurs fois. Israël ne peut agir qu'avec l'aval, le soutien des États-Unis. Donc, si Netanyahou l'a fait, c'est que les États-Unis l'ont autorisé. Le reste du monde ne compte pas. Le reste de l'Occident ne compte absolument pas. L'Europe n'a absolument aucun poids. Vous savez, quand il y a eu les massacres la semaine dernière, le rejet a été planétaire. Les Européens l'ont refusé, le monde arabe l'a refusé, l'ONU l'a dénoncé, mais les États-Unis, le secrétaire d'État, M. Marco Rubio, a affirmé qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre d'Israël pour exprimer son soutien. Donc, vous voyez à peu près où est-ce qu'on est. Pourquoi il en est ainsi? Quelle est la question? Alors, on peut se poser la question, comment se fait-il que le président Trump, qui a fait pression comme jamais auparavant sur le Premier ministre Netanyahou pour accepter un cessez-le-feu, ce soit la même administration qui autorise un retour à la guerre? Je ne peux que spéculer parce que nous n'avons pas d'informations, mais je peux dire ceci, c'est que Trump, en tant que personne, est focalisé sur le dossier ukrainien avec les négociations sur la Russie. Et il est entouré de toute une équipe qui a la même vision du conflit israélo-palestinien que le Premier ministre Netanyahou lui-même, qu'il s'agisse de l'ambassadeur des États-Unis, de l'envoyé spécial, du secrétaire d'État. Et donc Netanyahou peut s'appuyer sur ces appuis pour en fait reprendre la guerre, sachant que pour le moment, Netanyahou est occupé le président Trump est occupé à autre chose. Mais il y a quand même ces pays du Golfe qui sont impliqués ou qui étaient impliqués dans les négociations, n'est-ce pas? On parle du Qatar et on n'entend rien, aucune protestation. C'est quand même des pays amis des États-Unis et qui ne dit mot consent. Et ça, c'est une situation génocidaire qui se poursuit. Et derrière, le Premier ministre israélien ne se gêne pas pour dire qu'on va même rapatrier des parties de la bande de Gaza pour chasser ces gens-là et les exterminer en toute fin pratique. Ouais. Exactement, parce que au fond, les actions du gouvernement de M. Netanyahou ont pour ultime objectif deux choses. Un objectif à court terme, c'est le maintien au pouvoir. Et encore une fois, pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir, Netanyahou doit soigner son extrême droite avec qui il est allié pour former un gouvernement. Il n'a pas de mal à faire ça, puisque ses convictions personnelles sont très proches des convictions d'extrême droite en ce qui concerne les Palestiniens, leur déshumanisation. Je lisais dans le journal israélien Haaretz que même les anti-guerres en Israël ont maintenant de plus en plus de mal à parler des Palestiniens comme êtres humains. Si vous dire à quel point est profonde la déshumanisation des Palestiniens, qui a pour pendant en Israël une radicalisation collective sur laquelle donc le Premier ministre Netanyahou peut compter. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le deuxième objectif, si vous voulez, à plus long terme, c'est celui de l'annexion de toute la Palestine historique, de telle sorte que les Palestiniens n'aient pas de souveraineté. Alors, oui, professeur, allez-y. Allez-y. Le problème avec ça, c'est que ça signifie une de deux choses. Soit vaincre les Palestiniens et leur imposer un système d'apartheid. Or, cette guerre-là, c'était justement pour s'opposer à ce scénario, soit les exterminer. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes dans l'horreur. Et cette horreur-là ne peut pas s'arrêter sans intervention extérieure. Vous avez parlé des pays arabes, vous savez, les monarchies arabes n'ont pas la même approche du conflit. Les Émirats arabes unis, vous savez, qui sont très proches d'Israël, les soutiennent dans pratiquement tout ce qu'ils font. Le Bahreïn est très timide, donc il a gelé ses relations diplomatiques avec Israël, mais n'a pas rompu
ces relations-là. Le Qatar, bien sûr, fait le médiateur, mais ne fait le médiateur que selon les paramètres autorisés par les États-Unis. Donc si les États-Unis ne bougent pas dans une certaine direction, le Qatar ne peut absolument rien faire. Et l'Arabie saoudite, en fait, qui, elle, peut jouer un rôle beaucoup plus important, eh bien, refuse d'assumer un tel leadership. Alors, à part ces pays-là, il y a quand même les frères ennemis qui ont réagi. On a vu que, bon, peut-être qu'ils ne s'entendent pas avec le Hamas, mais on ne veut certainement pas qu'il y ait l'extermination du peuple palestinien. Et est-ce que ça peut pas être l'alternative? Parce que on a vu aussi des manifestations sur le territoire pour dire que le Hamas ne fait pas attention étant donné que ça risque de mener à l'extermination, que le Hamas devrait convenir à quitter le pouvoir. Et si le Hamas quitte le pouvoir, c'est probablement l'opposé du Hamas. Si on ne veut pas être dirigé par, enfin, être sous tutelle de Israël, quoi. En fait, vous faites référence à des manifestations de Palestiniens à Gaza opposés au Hamas. Ouais. C'est un phénomène qui est très très intéressant auquel je me suis attardé un peu aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'effectivement ces manifestations-là ont lieu. On ne sait pas qui les a organisées, on ne sait pas qui est derrière eux. Et puis le nombre de gens qui étaient présents n'était pas si important que cela. Maintenant, sur quelle vague surfent les gens qui ont organisé ces manifestations? Eh bien, ils surfent sur la vague selon laquelle la guerre n'est dans l'intérêt de personne. Ce qui est absolument vrai. Ce qui est absolument vrai. Et c'est vrai que l'action du Hamas a été une action suicidaire, d'autant plus qu'elle a impliqué des crimes de guerre le 7 octobre. Mais la question qu'il faut poser aux gens anonymes qui ont appelé à ces manifestations-là, c'est que avant le 7 octobre, qu'est-ce qu'on proposait aux Palestiniens? Rien du tout, si ce n'est un système d'apartheid dans les territoires palestiniens, avec éventuellement l'annexion des territoires et une prison à ciel ouvert à Gaza. Alors, bien sûr, il existe des acteurs palestiniens qui aujourd'hui disent au Hamas qu'il faut qu'ils partent. C'est essentiellement le président Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne qui est à Ramallah. Mais elle n'a absolument rien à proposer comme alternative. Donc, si vous voulez, les Palestiniens, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans la Cisjordanie ou ceux qui sont à Jérusalem-Est ou à Gaza, eh bien, n'ont pas d'alternative. Et ce qu'ils subissent, en fait, c'est réellement l'effondrement du processus de paix dans les années 90. Parce que voyez-vous, si le Hamas et l'extrême droite israélienne se font face à face aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce sont de part et d'autre les partis qui ont refusé le processus de paix des années 90. Par conséquent, ceux qui aujourd'hui disent au Hamas qu'il faut qu'il parte, selon la logique de la guerre n'est pas dans l'intérêt de personne, eh bien, il faut nécessairement dire en même temps qu'il faut que Netanyahou et l'extrême droite quittent le pouvoir en Israël. On ne peut pas juste dire au Hamas de partir et maintenir un gouvernement israélien qui, lui, n'a absolument rien à proposer, si ce n'est donc le nettoyage ethnique, l'annexion et la poursuite de la colonisation. Pour terminer, professeur, je pense qu'on l'a effleuré au début. On a dit que les 2 fois où il y a eu la libération d'otages de part et d'autre, bon, c'est dans des périodes où on a eu un cessez-le-feu. Maintenant, Netanyahou, qui n'a jamais réussi à aller, sinon peut-être à 1 ou 2 occasions, trouver des otages sur le territoire du Hamas, se propose de tout ratisser et de revenir avec les otages, peut-être morts. Est-ce qu'on peut réfléchir de manière cartésienne à dire qu'on va, dans des circonstances, tuer et mettre des bombes partout et revenir avec des humains en vie?
En Quelle fait, est la position de ce gouvernement-là face aux parents qui qui se trouvent frustrés devant le refus de continuer ce cessez-le-feu-là? exactement, exactement. Il n'y a aucun espoir de récupérer les otages vivants de cette manière-là. Et c'est contraire même euh, à l'avis d'une bonne partie de l'opinion publique israélienne et des familles des otages elles-mêmes. Vous savez, le week-end dernier, le week-end d'avant, il y a eu des manifestations assez importantes en Israël, euh, justement contre les décisions récentes que le gouvernement a prises en licenciant un des responsables de Shin Bet, qui est donc une institution du renseignement israélien. Euh, mais comme lame de fond, il y avait aussi une opposition à la poursuite de la guerre. Bien sûr, les gens qui sont dans la rue, encore une fois, en Israël, n'ont pas encore ne trouvent pas encore le courage de dire que, en fait, la solution à toute cette situation-là, c'est une solution finale au conflit israélo-palestinien. Mais c'est un fait que cette option selon laquelle on va obtenir par la guerre ce qu'on a déjà commencé à obtenir par les négociations, mais on va tuer les négociations et le cessez-le-feu pour l'obtenir autrement, nous sommes dans le Le déni, le rêve. oui, en fait, là, nous sommes rentrés dans une dimension tout simplement nihiliste Mm. de ce conflit-là où on tue pour tuer. Voilà, professeur Milou de Chenoufi, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Je vous remercie, professeur Chenoufi, d'avoir encore pris du temps pour nous cet après-midi. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà.